Bonjour à tous et bienvenue dans le best-of des reportages, une sélection des meilleurs sujets envoyés cette semaine par nos correspondants. Nous irons en Afghanistan où les actes de violence contre les journalistes sont en forte hausse. Direction ensuite le détroit de Gibraltar que certains immigrants clandestins traversent désormais en bateau gonflable. Mais notre premier reportage nous emmène en Égypte. Ils sont environ 250 000 Syriens à avoir trouvé refuge là-bas. Mais depuis la chute du président Morsi, les Syriens sont la cible d'attaques et d'arrestations, accusés de soutenir le gouvernement déchu et les frères musulmans. La tension est palpable, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Sonia Dridi et Catherine Stapley. À 45 minutes du Caire, au milieu du désert, se dresse la ville du 6 octobre. Dans ces logements populaires se sont installées des centaines de familles syriennes fuyant leur pays en guerre. Abou Mahmoud, originaire d'Alep, est arrivé en Égypte en janvier 2012 avec sa femme et ses 3 enfants. Mais depuis la chute du président Mohamed Morsi à la suite des manifestations du 30 juin, les Syriens ne sont plus les bienvenus. Avant le 30 juin, il y avait environ 310 familles ici. Depuis vendredi dernier, il n'y en a plus que 174. Les gens sont partis pour rejoindre illégalement l'Italie. D'autres sont même rentrés en Syrie. Dans la Nouvelle-Égypte, les Syriens sont souvent considérés comme des partisans des frères musulmans. Beaucoup se disent victimes d'arrestations arbitraires et de harcèlement de la part de certains habitants. D'ailleurs, des résidents en colère sont vite intervenus pour nous empêcher de filmer. Ces hommes s'en prennent surtout à Saleh, au t-shirt bleu, un activiste égyptien qui travaille avec les réfugiés syriens et nous a présenté à Abou Mahmoud. Nous avons dû partir précipitamment car le groupe s'est vite élargi. Certains ont menacé de prendre notre caméra. Abou Mahmoud a eu peur de nous amener chez lui comme prévu, mais il a accepté de parler dans la voiture. L'incident auquel vous venez d'assister, c'est le genre de problème dont souffrent les Syriens quotidiennement. Ils savent que nous sommes Syriens. Lorsqu'ils ont dit « allez le filmer chez lui », en gros ça veut dire que si tu es Syrien, tu dois seulement rester chez toi. Et quand ils osent sortir, les Syriens s'exposent au danger. Sa femme a failli être kidnappée. Ma femme est rentrée un jour très apeurée, le visage blême. Elle m'a dit « je ne quitterai plus jamais la maison ». Elle a dû sauter d'un tuk-tuk avec notre petite fille car le chauffeur voulait les kidnapper. Et puis des enfants se sont mis à frapper les nôtres. Donc nos enfants, eux aussi, sont comme des prisonniers à la maison. On est vraiment effrayés ici, on vit dans l'horreur. Cette fois, notre interview est interrompue par la police, appelée par les habitants du quartier. Nous finissons par quitter les lieux. De retour au Caire, Saleh revient sur l'attitude des voisins d'Abou Mahmoud et sur la montée du sentiment anti-syrien. Je pense qu'ils ont agi comme ça à cause des médias qui décrivent tous les Syriens comme des partisans des frères musulmans, ce qui est totalement faux. Le nationalisme est propagé par les médias. Les gens pensent faire une faveur à l'Égypte en empêchant les Syriens de s'exprimer. Et c'est malheureusement devenu très dangereux pour les Syriens d'habiter en Égypte. Les rives du Nil ne sont plus aussi accueillantes pour les réfugiés syriens. Beaucoup risquent désormais leur vie pour tenter de rejoindre l'Europe. Des milliers de familles à la recherche d'un avenir meilleur. Nous partons à présent en Afghanistan, où le nombre d'agressions contre les journalistes explose. Plus 65% depuis le début de l'année, c'est le chiffre qu'avance une ONG afghane qui compile ces informations. Les talibans ne sont pas les seuls à attaquer des journalistes. Des gouverneurs locaux, des hommes puissants en connexion avec le gouvernement afghan, n'hésitent pas à recourir à la violence pour faire taire les journalistes qui osent dénoncer corruption, abus de pouvoir et autres activités criminelles. Des sujets sensibles en cette période de campagne électorale, les élections présidentielles afghanes doivent se tenir au printemps. Reportage Sylvain Lepetit, Nicolas Robert. Voici le lieu de rendez-vous des riches et puissants à Kaboul. C'est dans ce centre commercial que le journaliste Nasratullah Iqbal a été attiré par un intermédiaire dans un piège. Au restaurant, il s'est retrouvé face à un gouverneur de province, un ancien seigneur de guerre qu'il avait critiqué à plusieurs reprises sur Internet.
Il m'a dit « Mon petit gars, je vais te tuer et je vais jeter ton cadavre par-dessus le mur de ta maison. » Le politicien ne s'en tient pas qu'aux menaces. Il ordonne à ses gardes du corps de ceinturer Iqbal. Des clients du restaurant prennent des photos. Ils m'ont maintenu physiquement et le gouverneur m'a alors donné plusieurs coups de poing au visage de sa main gauche, la seule qui lui reste de valide depuis la guerre. Iqbal a immédiatement dénoncé son passage à tabac auprès de cette ONG. Elle recense les violences faites aux journalistes. Son directeur s'inquiète de la très forte augmentation des cas cette année. 3 morts, 4 blessés graves et plus de 50 agressions. C'est le bilan depuis janvier. Où en est ta plainte? La commission des droits de l'homme a condamné l'attaque, mais depuis, ça n'avance plus. En théorie pourtant, l'Afghanistan possède la législation la plus progressiste de la région en termes de liberté d'expression. Dans les faits, en revanche, les lois ne sont jamais respectées, même au plus haut niveau de l'État. Le problème du gouvernement afghan, c'est la manière dont Karzai considère la liberté d'expression, la façon dont il considère les médias libres, voire même les droits des citoyens. Évidemment, quand je dis Karzai, je sais qu'il n'est pas seul. Il y a des cercles autour de lui, des gens qui ne croient pas aux droits des citoyens dans ce pays, qui ne croient pas à la constitution afghane. Attentats terroristes, enlèvements, intimidations. Pour sensibiliser les jeunes reporters à ces différentes menaces, l'ONG organise des formations. Alors comment pouvons-nous minimiser les risques? L'expérience montre que sur les attentats, lorsqu'il y a des explosions, on ne doit pas s'approcher parce qu'il y a souvent une deuxième bombe. Avec les élections présidentielles en ligne de mire, les journalistes s'attendent à une recrudescence des violences. On l'a vu lors du précédent scrutin, la plupart des candidats sont des gens puissants et ne supportent pas la critique. Ils ont des gardes armés et n'hésitent pas à exercer des pressions sur les journalistes. Les sujets tabous comprennent évidemment la corruption ou le terrorisme, mais aussi les liens avec les Américains. Les médias afghans, eux-mêmes, sont souvent menacés pour avoir été financés par les États-Unis depuis la chute des talibans. Régulièrement, je reçois des menaces par téléphone. Parfois, ils disent nous sommes des seigneurs de guerre. Parfois, nous sommes des militants islamistes. Parfois encore, ils me demandent pourquoi nous diffusons ce sujet, pourquoi nous diffusons de la musique. D'autres fois, ils disent que nos reportages ne sont pas équilibrés ou que nous soutenons la présence des troupes étrangères en Afghanistan. Les rédactions s'adaptent. Pour protéger les reporters basés en province, plus vulnérables, les sujets sensibles sont maintenant traités depuis Kaboul. Dans la capitale, les sièges des grands médias ressemblent de plus en plus à des forteresses. Entre l'Afrique et l'Europe, le détroit de Gibraltar. Pour les immigrants clandestins qui tentent de rejoindre l'Union européenne, c'est une porte d'entrée périlleuse. Seulement 15 km à franchir, mais des courants dangereux qui poussent vers l'Atlantique. Et puis ces passeurs sans scrupules qui n'hésitent pas à imposer la traversée en bateau gonflable. Beaucoup d'espoir, de mort et de tristesse dans ce beau détroit. Reportage Adeline Percept et Clément Perrault. Nous sommes à la pointe sud de l'Espagne, dans le détroit de Gibraltar. Ici, une quinzaine de kilomètres seulement séparent l'Europe de l'Afrique. C'est ici qu'au péril de leur vie ces dernières semaines, des centaines d'Africains ont rejoint l'Espagne sur de petites embarcations de fortune. Le capitaine José María Caballero et ses hommes font partie des équipes de sauvetage qui sont venues à leur secours. Ici, des vagues énormes se forment en raison de forts vents et des courants. Très souvent, leur embarcation a chaviré avant que l'on arrive sur place. Les gens sont dans l'eau et leur bateau sans dessus-dessous. Des bateaux gonflables, des jouets de plage, voilà comment les passeurs envoient les migrants s'aventurer ici, moyennant 1500 à 2000 $. Les sauveteurs espagnols ont ainsi secouru près d'1 millier de personnes au premier semestre, 3 fois plus que l'année dernière dans le détroit. Pour ces personnes au milieu de la mer, il y a 99% de chances de ne pas survivre. S'approcher d'eux, les sauver d'une mort certaine, c'est un sentiment indescriptible. Ils n'arrêtent pas de nous dire merci, merci, merci. Après le renforcement des contrôles au large des Canaries, le détroit de Gibraltar redevient la route privilégiée des clandestins. C'est ici, au centre opérationnel de Tarifa, que commence le contre-la-montre des sauveteurs.
Le plus souvent, ce sont les migrants eux-mêmes qui appellent les secours depuis leur bateau gonflable. Évidemment, ils ne peuvent pas donner une longitude et une latitude. Et pour nous, le plus important, c'est de les localiser. D'où l'importance des questions-réponses, pour déterminer ce qu'ils voient et savoir où déplacer nos unités maritimes et aériennes. Il n'y a pas de chiffre pour ces morts-là, mais chaque année, des centaines de migrants disparaissent dans l'Atlantique. José nous montre la carte nautique du détroit et les courants qui y évoluent entre ici, Tarifa, en Espagne, et les alentours de Tanger, au Maroc, d'où partent les migrants. Le problème est que les embarcations ont tendance à dériver vers l'Atlantique. À bord, les migrants perdent les réseaux téléphoniques. On ne peut plus avoir de contact avec eux. Après leur sauvetage en mer, si beaucoup de clandestins sont expulsés vers leur pays d'origine, d'autres peuvent rester sur le sol espagnol. Dans cette petite maison d'Algeciras, construite par un prêtre, ils trouvent refuge lorsque les centres d'accueil de la Croix-Rouge sont débordés. Des amis à moi, je les conseille toujours de ne pas venir dans les pirogues. Il faut qu'ils viennent dans des conditions légales, quoi. Ils me disent que non, il faut qu'ils traversent. Même cette manière de rentrer en Europe, c'est un peu difficile, c'est de la folie, c'est de la suicide pour moi. Certains sont arrivés depuis plus d'1 an, mais n'ont aucune ressource. Ils dorment dans cette pièce une bonne partie de la journée. Ils doivent pour oublier leur souffrance. Parce qu'ici, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut dormir. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup se sentent comme piégés ici, sans perspective, dans une Espagne en crise, loin des rêves qui leur ont fait prendre la mer. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous nos reportages en français, arabe et anglais sur notre site internet www.france24.com. Restez avec nous, l'information continue sur nos antennes.